La sonde spatiale de la National Aeronautics and Space Administration Nouveaux Horizons a commencé sa mission en 2006. Depuis, elle a recueilli pour nous une énorme quantité de données utiles, y compris des photos de Jupiter et de ses lunes. Cependant, lorsqu'il est arrivé à Pluton en 2015, il a dépassé les attentes les plus audacieuses. Nouveaux Horizons s'est approché suffisamment près pour prendre des images de haute qualité. Les scientifiques traitent encore aujourd'hui les données de cette mission. En même temps, cette sonde a poussé les chercheurs à réfléchir. Savons-nous vraiment ce qu'est Pluton ? Est-ce vraiment une planète naine, désertique et froide ? Y a-t-il un océan d'eau liquide sous la surface de Pluton ? Et pourquoi y a-t-il des dunes de glace à la surface de la planète ? L'objectif principal de la mission Nouveaux Horizons était d'étudier Pluton. À l'époque, il était encore considéré comme une planète et nous ne pouvions pas encore observer sa surface de près. Le voyage vers Pluton est long, il a donc fallu trouver des moyens pour que Nouveaux Horizons atteignent sa destination plus rapidement. Ainsi, environ 9 heures après le lancement, la sonde a atteint l'orbite de la Lune. Nouveaux Horizons est passé près d'autres planètes du système solaire. Il nous a envoyé des images de Jupiter et de ses satellites. Mais surtout, alors qu'il se trouvait à une distance de 2 300 000 km du géant gazeux, Nouveaux Horizons est passé sous l'influence de la gravité de la planète. Cela a permis de réduire le temps de vol jusqu'à Pluton. Initialement, le trajet aurait pris 14 ans, mais il a ainsi été réduit à 9 ans. Cependant, le voyage restait tout de même long. C'est pourquoi, pendant un certain temps, l'appareil a été placé en mode économie d'énergie, dans un état appelé hibernation. Cela a été fait pour vérifier si tous les composants fonctionnaient correctement. Malheureusement, il n'a pas été possible d'éviter des problèmes techniques. À ce moment-là, Nouveaux Horizons s'était éloigné de la Terre de 5 milliards de kilomètres. Il était également à une distance énorme du Soleil. Par conséquent, l'appareil ne recevait pas assez d'énergie solaire. Cela a entraîné des problèmes de communication. La situation ne s'est pas améliorée car la sonde s'éloignait de plus en plus. Le signal nous parvenait avec un retard considérable. Cependant, il y avait aussi des aspects positifs. À l'approche de Pluton, le niveau de détail des images prises par Nouveaux Horizons augmentait. À ce moment-là, l'engin spatial a découvert 2 satellites inconnus de Pluton, Styx et Kerberos, ou autrement appelés Kerber. Cela donnait des raisons de penser que la planète naine possédait encore des satellites non découverts, ainsi qu'une plus grande quantité de poussière et de roches spatiales. On pensait initialement qu'il y en avait beaucoup moins. Ce fait représentait une menace supplémentaire pour Nouveaux Horizons. L'appareil pouvait tomber en panne à cause, par exemple, de la poussière cosmique. Il était possible d'utiliser l'antenne de l'appareil comme bouclier de protection. Cependant, il y avait une autre option, s'approcher de la planète naine plus près que ce que les scientifiques avaient prévu. Ainsi, il était possible d'atteindre une zone avec moins de poussière et de fragments rocheux. Les scientifiques ont choisi cette option, mais les difficultés ont continué. 10 jours avant l'approche maximale de Pluton, la communication avec l'appareil a été interrompue. Heureusement, les scientifiques ont eu de la chance. Ils ont résolu le problème lié à une surcharge du système. Des données importantes ont été extraites par précaution au cas où un incident irréparable toucherait Nouveaux Horizons. Le 15 juillet 2015, Nouveaux Horizons a confirmé à la Terre la réussite de la manœuvre. En s'approchant à 7800 km de la planète naine, il a capturé des centaines d'images et a aussi étudié son atmosphère. La sonde spatiale a brillamment accompli sa mission. Voici Charon, l'un des satellites de Pluton, la planète naine elle-même sous différents angles et, bien sûr, la célèbre tache en forme de cœur sur Pluton. Cependant, toutes ces données ont été envoyées vers la Terre à une vitesse d'1 à 2 kilobits par seconde. Il a fallu 15 mois pour transmettre 6,25 gigaoctets. Malgré toutes les difficultés, nous avons obtenu des données vraiment uniques. L'attente en valait la peine. Nous avons pu en apprendre davantage sur le relief montagneux de la planète naine. Nous avons découvert qu'il existe des sommets atteignant 3500 mètres de hauteur. Il y a aussi des chaînes de montagnes glacées. On suppose qu'elles n'ont pas plus de 100 millions d'années. Cela permet de supposer que des processus géologiques ont eu lieu relativement récemment sur la planète naine. Il est également intéressant d'observer l'atmosphère de Pluton. On peut remarquer, à 200 km au-dessus de la surface, une couche de brouillard.
Ils se forment lors de la décomposition du méthane sous l'effet du rayonnement ultraviolet. Ensuite, d'autres gaz apparaissent, comme l'acétylène et l'éthylène. Ce sont précisément ces gaz qui, dans les régions plus froides de l'atmosphère, se transforment en brouillard glacé. L'influence de l'atmosphère sur Pluton est significative. Par exemple, les zones de couleur rouge se sont formées sous l'effet des hydrocarbures gazeux. Près d'une telle vaste zone rouge, sur la plaine du satellite, se trouve le fameux cœur de Pluton, la région Tombaugh. Il s'agit d'un immense glacier composé principalement d'azote. Nous ne savons pas grand-chose sur cette région. Nous ne connaissons pas non plus son origine. Il est possible que le glacier se soit formé à l'emplacement d'un cratère d'impact. Il est intéressant de noter que sur Pluton, la glace passe directement à l'état gazeux. Cela s'appelle la sublimation. Tout simplement, la température ne permet pas à la glace de fondre et de devenir liquide. À la surface du glacier, on a remarqué que la glace d'azote y prend la forme de figures géométriques. Pourquoi cela se produit-il ? Il est possible que ce soit le résultat non seulement du processus de sublimation, mais aussi d'une répartition inégale de la glace. Les scientifiques s'interrogent également sur l'emplacement de la plaine du satellite. Il existe une hypothèse selon laquelle cette région s'est déplacée dans le passé. Ce processus est appelé dérive polaire. Si cela était vrai, cette région pourrait influencer la rotation de Pluton. On observe certaines anomalies gravitationnelles au cœur de Pluton. C'est un peu comme si l'on attachait quelque chose de massif d'un côté d'un objet rond. Qu'est-ce qui confère une masse aussi importante à la plaine du satellite ? On suppose qu'il pourrait y avoir un océan interne en dessous. Cela a du sens, car New Horizons a découvert des signes d'une activité tectonique récente, ce qui pourrait être un indice indirect de l'existence passée d'un océan. Après avoir déterminé la densité approximative de la planète naine, les scientifiques ont découvert qu'il pourrait y avoir sous la surface de Pluton une couche de matière fondue et visqueuse, ressemblant à du goudron par sa structure. Il s'agissait probablement au départ d'une substance organique, vraisemblablement du carbone. Cependant, sous l'effet de la pression et de la température, cette substance a changé ses propriétés. Cette couche pourrait avoir une épaisseur de 100 km et se mélanger partiellement avec l'océan souterrain. Mais si Pluton possède un océan souterrain, pourquoi l'eau n'y a-t-elle pas gelé ? La planète naine s'est formée à partir de poussière cosmique, de roches et de glace qui se sont progressivement accumulées au même endroit. Lorsque Pluton s'est formé en tant que planète, la chaleur générée lors de ce processus a pu faire fondre des fragments de glace. Cependant, cette théorie ne fonctionne que si de la chaleur a effectivement été produite lors de la formation. Comme vous le savez, lorsque l'eau gèle, elle se dilate, ce qui provoque des fissures à la surface. Cela se serait produit si le début de Pluton avait été chaud. Si au contraire, le début avait été froid, il y aurait eu une contraction à la surface. Sur ces images, fournies par New Horizons, nous voyons des cratères assez anciens, mais il n'y a aucun signe de contraction. On suppose qu'il pourrait y avoir une grande quantité d'ammoniac dans l'océan souterrain. L'ammoniac n'a pas de couleur, mais il a une odeur spécifique. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'ammoniac réagit chimiquement avec l'eau, il maintient sa température plus élevée qu'elle ne le serait autrement. Si cela est vrai, alors il pourrait aussi y avoir un océan interne sur d'autres planètes du système solaire. Nous le découvrirons certainement à l'avenir. New Horizons, en général, a réalisé plus de 200 observations scientifiques qui concernaient non seulement Pluton lui-même, mais aussi ses satellites. Actuellement, la sonde spatiale voyage à travers la ceinture de Kuiper. New Horizons nous a ouvert non seulement de nouvelles possibilités, mais il nous a aussi posé de nombreux nouveaux défis. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait l'univers à ses débuts ? Il est certain que tout était différent juste après le Big Bang. Cependant, le télescope James Webb a plongé dans les profondeurs de l'univers et a découvert que sa version primitive ressemblait à bien des égards à celle d'aujourd'hui. C'est étonnant, mais nous voyons tous ces composants déjà formés. Ils interagissent les uns avec les autres comme il se doit. Comment ce fait va-t-il influencer la science spatiale moderne ? En quoi cela change-t-il notre vision de l'univers ? Regardez cette image prise par le télescope James Webb. Ici, nous pouvons observer des galaxies dont l'âge est si immense que cela ne correspond pas à notre modèle habituel du monde, et ce fait peut complètement changer notre compréhension de la structure de l'univers.
Les scientifiques doivent maintenant trouver une explication à ces nouvelles données. Au début, il y avait l'hypothèse que les mécanismes du télescope n'étaient pas parfaits, qu'il y avait certaines erreurs. Cependant, après vérification, cela n'a pas été confirmé. Il s'est avéré peu après que l'âge des galaxies correspondait au calcul précédent. Il est possible que sur l'image, nous n'observions pas les galaxies elles-mêmes, mais d'autres structures. En considérant toutes les données dont nous disposons, il semble très probable que c'est justement notre conception de la façon dont le Big Bang s'est produit n'est pas tout à fait correcte. Ainsi, les scientifiques supposent que ces galaxies, sous forme de structures pleinement développées, existaient déjà il y a environ 13,6 milliards d'années. Cependant, il y a un hic. En fait, il y a près de 14 milliards d'années, il y avait ce qu'on appelle les âges sombres, une période où il ne devait pas y avoir de galaxies du tout. Et pourtant, nous avons affaire non pas à des objets plus simples récemment apparus, comme de petits amas d'étoiles, mais à d'immenses galaxies. De plus, de telles structures sont plus caractéristiques de l'univers à son stade actuel d'existence. Il s'avère qu'elles sont apparues bien plus tôt que ce que nous pouvions imaginer. Certains scientifiques pensent qu'en réalité, ce n'est pas du tout une exception à la règle. Ils sont convaincus qu'avec des recherches plus poussées, nous découvrirons de plus en plus d'objets similaires. Aujourd'hui, la science traverse une sorte de crise astronomique. Beaucoup de nos idées sur l'espace pourraient s'avérer inexactes et cela aura un impact sur toute la science. Il se peut que nous ne vivions pas du tout dans le monde tel que nous l'imaginons. Même si, sur l'image prise par le télescope James Webb, nous ne voyons qu'une petite partie de l'univers à ses premiers stades d'existence, les données obtenues nous donnent tout de même des raisons de supposer qu'il était déjà presque aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Autrefois, la plupart des scientifiques attribuaient cela à notre méconnaissance du développement des étoiles, mais cette idée est désormais quasi abandonnée. Les données du télescope ont largement accéléré ce rejet. En explorant davantage l'univers, il est peu probable que nous rencontrions des proto-étoiles ou des objets similaires. Nous serons confrontés à des objets structurellement complexes. À l'heure actuelle, les scientifiques disposent de plus en plus de preuves à ce sujet. Certains d'entre eux ont déjà trouvé la preuve qu'il existe dans l'univers des galaxies avec un décalage vers le rouge significatif. Tellement significatif que cela pourrait prouver que de telles galaxies sont apparues presque immédiatement après le Big Bang. Et là, toute la science cosmique se heurte à une question bien plus importante. Y a-t-il vraiment eu un Big Bang? Et pouvons-nous vraiment affirmer que l'univers a un commencement? Et cela entraîne toute une série de questions supplémentaires. Par exemple, quelle est la forme de l'univers? S'agit-il d'un espace infini? S'agit-il d'un espace fermé? Se pourrait-il que, pendant toutes ces années, nous ayons négligé un détail important, sans lequel nous ne pouvions pas reconstituer une image complète? En réalité, revoir les anciennes connaissances dans la science de l'espace est un phénomène tout à fait normal. Joel Ledger de l'Université de Pennsylvanie, avec ses collègues, a mené une analyse détaillée des signaux lumineux provenant des galaxies plus anciennes, visibles sur les images du télescope James Webb. Au cours de cette recherche, il était important, disons, de décomposer les signaux en composants distincts afin de déterminer lequel des éléments dominait à chaque période. Un autre aspect important concerne la composition des galaxies étudiées. Si l'on parle de l'univers primitif, il était principalement dominé par des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium. À des stades plus avancés, des éléments lourds comme l'azote, le carbone et d'autres sont apparus. C'est précisément cela qui a contribué à la formation des galaxies telles que nous les connaissons aujourd'hui. Cependant, nous avons découvert que ces éléments existaient déjà dans les anciennes galaxies. De plus, nous analysons actuellement le rayonnement lumineux provenant de galaxies âgées de 4 à 8 milliards d'années. Il s'avère donc que nous avons de plus en plus de preuves que la formation des galaxies a commencé avant même le Big Bang. Pouvons-nous expliquer cela par le fait que nous nous sommes initialement trompés sur la période à laquelle le Big Bang a eu lieu? Cela semblerait être une explication simple et, à première vue, logique. Cependant, il faut prendre en compte le fait que tous les faits concernant l'univers sont étroitement liés entre eux. Si nous changeons un fait, il faudra en modifier beaucoup d'autres. C'est comme un château de cartes. Si l'on retire une carte, tout le reste s'effondre. Beaucoup de choses dépendent des observations réelles à ce stade. Et il est loin d'être possible d'enregistrer tous les processus en raison du niveau technologique insuffisant de notre science. Donc, la question est assez complexe. Malheureusement, il n'y a pas d'explication simple ici. Il faut également mentionner un autre détail important.
Les premières galaxies que nous voyons sur les images du télescope n'ont pas de contour net. Nous voyons quelque chose qui ressemble à une grande tache de lumière. Pour effectuer une analyse aussi complète que possible de l'image, les scientifiques utilisent des programmes spéciaux. Cela est nécessaire pour comprendre. Avons-nous vraiment affaire à une galaxie ou s'agit-il par exemple simplement d'un disque d'accrétion d'un trou noir? Les interprétations de certains faits ne peuvent pas toujours être précises. Par exemple, autrefois, l'astronome américain Edwin Hubble, dont le célèbre télescope porte le nom en observant les galaxies, a découvert que l'expansion constante est caractéristique de l'univers. Ces observations ont aussi influencé les recherches de l'astronome Alan Guth, qui, dans les années 1980, a proposé la théorie de l'inflation de l'univers. On pensait que ce processus rendait l'espace cosmique largement homogène. Cependant, nous avons ensuite constaté que l'univers n'est pas aussi homogène qu'on le croyait. Il est possible qu'Edwin Hubble ait simplement mal interprété les données obtenues, ou peut-être lui manquait-il simplement une pièce importante du puzzle pour compléter le tableau. Il est incroyable que nous ayons maintenant la possibilité de littéralement soulever le voile du passé de l'univers. Nous pouvons traiter des signaux lumineux datant même de 13,7 milliards d'années. James Webb, et pas seulement lui, pourront à l'avenir étudier des périodes encore plus anciennes de l'univers. Alors, peut-être que la plupart des phénomènes finiront enfin par trouver leur explication. Cela ressemble à un véritable voyage dans le temps. Grâce à ces nouvelles connaissances, il est possible que nous puissions également élargir notre compréhension de la nature même du temps et de l'espace. Il est possible que de nouvelles théories apparaissent, expliquant des phénomènes qui semblaient auparavant incompréhensibles. Cela ouvre également de nouvelles possibilités de recherche dans le domaine de la cosmologie et de l'astrophysique. Il se peut aussi que bientôt l'humanité puisse intégrer de nouvelles technologies dans la science spatiale et que le processus de découverte du passé de l'univers s'accélère encore davantage. De telles possibilités suscitent de l'admiration et stimulent les esprits curieux. Mais elles suggèrent également la nécessité de vigilance et de prudence dans l'interprétation des données obtenues. Lorsque nous explorons les profondeurs de l'univers, nous sommes confrontés à un certain nombre de questions importantes. Que faire face aux contradictions avec les lois fondamentales de la physique classique? Quelles propriétés de la matière et de l'énergie existent à différents niveaux, y compris au niveau microscopique? C'est la physique quantique qui nous aide à répondre à ces questions. Voyons donc à travers des exemples comment fonctionne l'univers. Découvrons si, en effet, il bouleverse complètement notre conception du monde. Et que diriez-vous du fait que des objets peuvent se trouver simultanément à deux endroits au même moment? Il existe une hypothèse selon laquelle un objet quantique peut se trouver dans plusieurs états en même temps. Autrement dit, il existe simultanément deux versions d'un même objet. Et lorsque nous étudions de tels objets, nous ne pouvons pas dire avec certitude où se trouvera l'un d'eux après un certain temps. Nous ne pouvons que supposer. Et nous ne pouvons connaître la probabilité qu'en prenant en compte la fonction d'onde. C'est une fonction complexe qui aide à déterminer l'état d'un système quantique. L'objet demeure simultanément dans deux états tant que nous n'avons pas découvert lequel il occupe actuellement. Un exemple classique d'un tel phénomène est la célèbre situation du chat de Schrödinger, à la fois mort et vivant. Nous savons que le chat existe dans l'espace, mais est-il vivant ou mort? Question. C'est comme les multivers dans les bandes dessinées. Beaucoup appellent aussi cela un multivers dans le système quantique. Il est assez courant de penser qu'un objet ne passe pas d'un état à un autre. Nous avons simplement affaire à deux versions du système. Si cette version est vraie, alors nous n'avons pas besoin de choisir quel état est réel. Et il n'est pas nécessaire de savoir quand l'objet passera dans un autre état. Passons au dualisme onde-corpuscule. De quoi s'agit-il exactement? C'est une hypothèse proposée par le physicien français Louis de Broglie. Chaque particule élémentaire a des propriétés ondulatoires, tandis que les ondes ont aussi des caractéristiques de particules. Ainsi, les objets matériels présentent parfois des propriétés de particules, parfois d'ondes. Prenons l'exemple de la lumière. Parfois, nous le considérons comme un ensemble de photons, c'est-à-dire de particules, et dans d'autres cas, nous en parlons comme d'ondes électromagnétiques. Les photons sont particulièrement importants pour nous car ils peuvent devenir de véritables assistants dans le domaine spatial. Par exemple, grâce à eux, nous pouvons lancer des vaisseaux spatiaux en utilisant des voiles solaires spéciales qui mettent les objets en mouvement. Cependant, nous savons que le photon est une particule sans masse. Alors,
Comment les voiles solaires fonctionneraient-elles? Oui, le photon n'a pas ce qu'on appelle une masse au repos, mais nous pouvons déterminer son impulsion puisque nous connaissons sa quantité d'énergie. Lors de la transmission d'impulsions lumineuses, une pression peut être exercée sur certains objets, même si ce phénomène est difficile à observer dans l'espace, l'influence sur les objets massifs étant négligeable et la lumière pouvant être vue comme particules ou ondes, l'explication des impulsions et de la pression peut varier. Avec l'approche ondulatoire, alors, lors de l'interaction avec des particules chargées d'un objet, les ondes sont réfléchies et transmettent une partie de leur énergie. Si nous parlons des photons, lorsqu'ils entrent en collision avec les particules d'un corps, ils leur transmettent également une partie de leur énergie. Comme vous pouvez le voir, le résultat est le même dans les deux cas. La physique quantique joue un rôle clé dans l'étude des trous noirs, notamment leur disparition. Nous allons aborder le principe d'incertitude de Heisenberg, selon lequel on ne peut pas connaître simultanément et précisément la vitesse, l'impulsion et la position d'un objet. Plus vous connaissez précisément l'une des grandeurs, plus l'information sur l'autre est incertaine. Stephen Hawking a supposé que ce principe s'applique également aux trous noirs. De tels processus se produisent à la limite de ces objets. Une particule quitte les limites de l'objet sous forme de rayonnement, tandis que l'autre particule est absorbée par le trou noir lui-même. Le rayonnement devient de plus en plus intense, ce qui conduit à une contraction progressive de l'horizon des événements. Et, selon Hawking, le trou noir perd de la masse jusqu'à un point où il s'évapore tout simplement. Pour étudier les astres, nous ne pouvons pas non plus nous passer de la physique quantique. Nous allons parler des niveaux d'énergie. Leur principe est qu'ils représentent la taille de l'orbite des électrons. Et cette taille est prédéterminée. Si le niveau augmente, l'électron compense la taille de l'orbite en absorbant une particule de lumière. Si la situation est inverse, c'est-à-dire que l'électron passe à un niveau d'énergie inférieur, il éjecte simplement un photon. Ainsi, la taille de l'orbite diminue. Comment cela nous aide-t-il à étudier les étoiles ? Lorsque nous observons la lumière d'une étoile sous forme de spectre, nous voyons les couleurs qui manquent. Cela nous permet de déterminer la composition de chaque astre. Notre étoile principale, le Soleil, ne peut pas non plus se passer de la physique quantique. Deux protons, qui ont des charges positives, entrent en collision, mais ils se repoussent immédiatement. Il se forme ce qu'on appelle la barrière de Coulomb, qui sert d'obstacle aux protons. Ils ne peuvent de plus avancer ni pénétrer dans le noyau atomique. Dans ce cas, la fusion nucléaire ne peut tout simplement pas avoir lieu. Mais si nous parlons ici d'ondes, la situation change radicalement. Le proton peut alors traverser la barrière. C'est ce que nous appelons l'effet tunnel. Il se produit lorsque l'énergie totale d'une particule, par exemple d'un proton, est inférieure à la hauteur de la barrière. Le paradoxe, c'est que cela paraît contredire la loi de conservation de l'énergie des particules. Pourtant, en physique quantique, c'est possible. Ce processus est crucial car sans fusion thermonucléaire, le Soleil s'éteindrait, sa taille diminuerait et sa densité augmenterait, mettant en jeu le principe de Pauli. Selon ce principe, certaines particules, appelées fermions, ne peuvent pas se trouver en même temps dans le même état quantique. La gravité peut pousser les particules à cela, ce qui provoque une résistance. Tout cela conduit à l'apparition des naines baleines blanches. Il est probablement difficile pour vous de le croire, mais la physique quantique croise aussi la biologie. Des scientifiques de l'université d'Oldenburg ont étudié la réaction des oiseaux au champ magnétique. Selon une hypothèse, ils s'orientent grâce à une protéine photosensible, le cryptochrome, présente dans la rétine. La quantité de cryptochrome change selon l'heure de la journée, sauf pour la protéine Cry4. Sa quantité augmente lorsque les oiseaux doivent migrer. Pour leur étude, les scientifiques ont choisi des poules, des pigeons ainsi que des rouges-gorges. Ce sont des oiseaux migrateurs qui parcourent de longues distances pour atteindre l'Afrique, où ils passent que l'hiver. À la lumière, des électrons radicaux apparaissent dans le cryptochrome des rouges-gorges, ce qui provoque une forte sensibilité au champ magnétique. Dans le cerveau de l'oiseau, il se forme quelque chose qui ressemble à une carte du champ magnétique, où les pôles sont indiqués sous forme de petites taches rouges. À ce stade, nous pouvons parler d'un sens magnétique de nature quantique chez les oiseaux, bien que cet aspect nécessite sans aucun doute des recherches supplémentaires. La physique quantique est une science complexe, parfois trop théorique, mais incroyablement utile pour nous,
Comme nous pouvons le constater, son utilité va bien au-delà de l'espace. La physique quantique nous pousse vers de nouvelles découvertes. Nous élargissons notre compréhension de l'univers, ce qui nous aidera à lever le voile sur des mystères qui semblaient éternels. Je me demande si aujourd'hui quelqu'un croit encore que la Terre repose sur 3 éléphants et une grande tortue, ou voit dans le ciel un dôme de cristal immobile. Existe-t-il encore de tels dinosaures intellectuels ? Probablement, à part les partisans obstinés de la Terre plate, ces personnes ont disparu il y a des siècles. Mais penser que nos connaissances actuelles diffèrent beaucoup de celles des anciens astrologues est une erreur. Les récentes découvertes en astronomie confirment seulement l'invalidité de théories longtemps admises par les scientifiques. Les surprises ont commencé il y a longtemps, mais en 2021, une découverte est apparue, ébranlant les fondements même de nos conceptions du monde. Qu'a-t-on découvert exactement à ce moment-là ? Un immense arc de galaxies qui dépassait de loin le grand mur de Sloan. Et cet objet, soit dit en passant, a longtemps été considéré comme l'un des plus grands jamais découverts dans l'univers. Le grand mur de Sloan s'étend sur 1,37 milliard d'années-lumière, tandis que l'arc de galaxies découvert en 2021 mesure 3,3 milliards d'années-lumière, soit 1000 mégaparsecs. Mais c'est impossible, se sont exclamés les scientifiques en chœur. Pourquoi est-ce impossible ? Voyons cela de plus près. L'homogénéité, selon les théories admises, doit exister dans le macrocosme à grande distance. Autrement dit, il ne devrait pas y avoir de structures aussi remarquables et aussi grandes dans le macrocosme, mais elles existent et on ne peut pas ignorer ce fait. L'arc de galaxies, si nous pouvions le voir sans télescope, serait 20 fois plus grand que la Lune dans notre ciel. Les débats sur l'existence et l'origine de cet objet persistent, mais début 2024, des chercheurs de l'université du Lancashire central ont découvert une nouvelle structure incroyable. Comme la dernière fois, la doctorante Alexia Lopez a fait cette découverte dans le même secteur du ciel, près de la constellation d'Hercule. Cette fois, il s'agissait d'un anneau de galaxie d'un diamètre d'environ 1,3 milliard d'années-lumière, situé à 9 milliards d'années-lumière de nous. Si l'on utilise la même analogie qu'avec l'Arche, à l'œil nu, dans notre ciel, cet anneau apparaîtrait comme 15 pleines lunes. Alors, quel est le problème avec les structures découvertes ? Encore une fois, le principe cosmologique nous dit que la matière dans l'univers doit être répartie de manière homogène. Donc, à grande échelle, nous ne devrions pas observer de structures colossales. On peut donner un exemple. Si vous êtes dans une forêt ou à proximité, vous verrez des arbres individuels et d'autres objets, mais si vous survolez la jungle en avion, elle apparaîtra simplement comme une tache verte homogène. C'est exactement la même chose dans l'univers. Sauf que les échelles sont des milliards de fois plus grandes. Vous pensez que c'est la seule étrangeté apparue après la découverte de l'anneau de galaxie ? Pas du tout. En fait, lorsque nous parlons d'un objet situé à 9,2 milliards d'années-lumière de nous, on suppose souvent que nous le voyons tel qu'il était après ce laps de temps. Mais avec de grandes distances, c'est différent. Il faut considérer l'expansion continue de l'univers. Donc, l'anneau de galaxie est sûrement encore plus ancien. Cela paraît aussi peu probable. De telles structures ne pouvaient tout simplement pas apparaître dans l'univers jeune. Alors, les astrophysiciens et les autres scientifiques se sont-ils simplement trompés tout ce temps ? Sinon, pourquoi ces objets ne correspondent-ils à aucune des théories cosmologiques communément admises ? En effet, il est pratiquement impossible d'expliquer leur apparition. Mais les scientifiques se sont tout de même attaqués à cette tâche ingrate. Et voici ce qu'ils ont réussi à découvrir. Première hypothèse, une partie d'une mégastructure. Comme cela a déjà été mentionné, les deux structures ultra-géantes se trouvent relativement proches l'une de l'autre, si l'on peut utiliser une telle expression, à l'échelle monstrueuse de l'univers. Les astronomes les ont découvertes en analysant la lumière des quasars absorbée par les galaxies faisant partie de ces structures. Grâce au télescope grand angle Sloan Digital Sky Survey et à des algorithmes statistiques, une carte 3D a été créé permettant la découverte de ces objets. Certains scientifiques suggèrent que ces deux structures pourraient appartenir à quelque chose de plus vaste, que nous ne pouvons ni voir ni comprendre pour l'instant. Il est effrayant d'imaginer l'utilité de ce colossal conglomérat bien plus vaste que tout ce que nous concevons, même dans nos hypothèses les plus audacieuses sur la sphère de Dyson ou d'autres structures similaires. Seconde hypothèse, VAO. Ses partisans estiment que l'apparition de l'arche et de l'anneau a été favorisée par les oscillations acoustiques baryoniques.
Qu'est-ce que c'est? Pour simplifier au maximum, il s'agit d'une sorte de vaguelette provoquée par l'activité et les fluctuations de l'univers primordial. À ses débuts, c'était un lieu très inhospitalier. Si l'univers reste aujourd'hui mortel pour un humain non protégé, imaginez ce qu'il était juste après sa naissance. C'était littéralement une soupe de plasma bouillant. Il ne pouvait alors y avoir ni étoiles, ni planètes, ni aucun autre objet de ce genre. Ou bien nous sommes de parfaits perdants et avons cru tout ce temps à une bulle de savon comme les anciens peuples vénérant une grande tortue et des éléphants. Mais nous nous sommes égarés. L'étude de la répartition de la matière à grande distance est également menée par le télescope Sloan. C'est pourquoi ces données ont été prises comme base. Selon certaines théories, les interactions gravitationnelles avec les ondes du plasma primordial du macrocosme nouveau-né créeraient dans l'espace ce qu'on appelle des ondes, comme une soupe qui commence à bouillir. Celles-ci ont formé des structures en bulles ou ce qu'on appelle des coquilles sphériques, plus denses que le reste de l'espace. Pour continuer avec les analogies culinaires, on peut prendre l'exemple d'une gelée qu'on a oublié de remuer à temps et dans laquelle des grumeaux sont apparus. Voici le problème. Le grand anneau ressemble plus à une spirale plate qu'à une bulle ou une sphère. Ce ressort géant est simplement orienté de façon à apparaître comme un anneau depuis notre point de vue. Deuxièmement, l'anneau et l'arche sont tous deux bien plus grands que les bulles de matière baryonique théoriquement possibles. C'est précisément pour cette raison que la théorie, déjà faiblement étayée, des oscillations acoustiques des baryons ne tient pas la route comme explication de l'apparition de ces structures colossales. Hypothèse numéro 3, la cyclicité de l'univers. Le physicien britannique Roger Penrose et Van Goorsadian du Centre de cosmologie de l'Institut de physique d'Erevan ont proposé, dans le cadre de la relativité générale, un modèle cosmologique dans lequel l'univers traverse des cycles infinis et tend vers une singularité pour ensuite renaître à nouveau à la suite du Big Bang. Comment cela se passe-t-il? Selon les scientifiques mentionnés ci-dessus, l'univers naît, vit et s'étend indéfiniment. Ce processus dure jusqu'à ce qu'il ne reste plus de matière dans l'espace et que les échelles perdent leur signification d'autrefois. Après cela, l'univers absolument vide se transforme en singularité, ce qui relance à nouveau les cycles de naissance des mondes. Eh bien, ce cordon ombilical, ou plutôt ses cicatrices, nous les avons vus grâce à la carte tridimensionnelle créée par le télescope Sloan. Les dimensions de l'arc de l'anneau correspondent plutôt justement à cette définition. Ça semble logique, n'est-ce pas? Quatrième hypothèse, la théorie des cordes. Ici, il s'agit des défauts topologiques de la matière qui apparaissent théoriquement lors des transitions de phase dans l'univers primitif. Autrement dit, ce sont en fait des plis et des courbures comme sur un tissu froissé. C'est pourquoi il est tout à fait possible que l'arc et l'anneau de galaxies soient précisément le résultat de la transformation de l'univers d'une phase à une autre. Cependant, ce n'est qu'une théorie car jusqu'à présent, aucune preuve claire de l'existence de telles cordes n'a été découverte. Qu'est-ce que cela implique? Il semble que les scientifiques devront revoir les principes fondamentaux de la cosmologie, car les raisons de le faire deviennent de plus en plus nombreuses. Par exemple, il y a déjà la grande muraille de Sloan mentionnée précédemment, ou le mur du pôle sud, qui mesure 1,4 milliard d'années-lumière de diamètre, ou encore la plus grande structure jamais découverte par les astronomes, la grande muraille d'Hercule Couronne boréale d'environ 10 milliards d'années-lumière. Toutes les structures mentionnées remettent en cause le principe cosmologique traditionnellement établi, obligeant les scientifiques à s'inquiéter en cherchant des explications à cette contradiction évidente. De plus, la grande muraille d'Hercule Couronne boréale enfreint également plusieurs autres principes auxquels les astronomes croyaient fermement. Puisque sa distance est de 10 milliards d'années-lumière, cela signifie que nous voyons cette structure telle qu'elle était, comme elle était il y a 10 milliards d'années, sans tenir compte de l'expansion de l'univers mentionné précédemment, c'est-à-dire environ 3,8 milliards d'années après le Big Bang. Mais le modèle d'évolution actuel n'admet pas la formation de structures massives à cette étape temporelle. Autrement dit, pratiquement tous les châteaux construits par les scientifiques pendant cette période commencent à s'effondrer progressivement. Les astronomes ne peuvent même pas imaginer pour l'instant comment expliquer l'apparition de murs, d'arcs et d'anneaux aussi gigantesques d'un point de vue scientifique. L'univers semble vouloir nous préparer à quelque chose, essayer de nous dire quelque chose d'important, mais nous ne comprenons pas ces indices. Il est possible qu'une toute nouvelle physique,
radicalement différentes de celles dont nous prêchons actuellement les postulats, nous attendent à l'avenir. Le fait est que, malgré tous leurs efforts, les scientifiques appliquant très souvent les lois qui fonctionnent sur Terre à des objets situés non seulement au-delà de notre petit monde limité, mais aussi au-delà de notre compréhension. Probablement, du point de vue de celui qui connaît la vérité, nous ressemblons à des fourmis accrochées nasses à une pomme, sans réaliser ce que c'est réellement. Nous avons fait une découverte récente, semblable à une bouteille de Coca-Cola tombant dans les mains d'un bushman, comme dans le film « Les dieux sont tombés sur la tête ». C'est-à-dire, nous voyons tout, mais nous ne pouvons pas vraiment l'expliquer. Quand la nuit tombe et que le ciel est clair, nous pouvons nous allonger dans l'herbe pour observer des milliers d'étoiles. Il semble qu'il y en ait déjà trop, mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'astres ne peuvent pas être vus à l'œil nu. Pour cela, nous avons besoin de télescopes. Ils nous ouvrent de nouvelles frontières. Grâce à eux, nous avons la possibilité d'observer encore des milliards d'étoiles. Rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, leur nombre atteint de 100 à 400 milliards. Imaginez seulement combien il y en a dans les autres galaxies, combien d'astres l'univers peut contenir. Les étoiles sont différentes, y compris de tailles différentes. Par exemple, notre Soleil. Vous le considérez sûrement comme un astre immense, mais comparé à d'autres étoiles de l'univers, il n'est pas si grand que ça. Jusqu'où les étoiles peuvent-elles être gigantesques? Quelle est l'étoile la plus grande actuellement connue? Avant de passer à notre discussion, nous devons comprendre ce que nous entendons par la plus grande étoile. Parlons-nous de volume ou de masse? Qu'est-ce que le volume d'une étoile au juste? C'est la région que l'astre occupe dans l'espace. Et qu'est-ce que la masse d'une étoile? C'est la quantité de matière que contient l'astre. Le plus intéressant, c'est que nous observons une tendance. Les étoiles les plus massives sont de plus petite taille, tandis que les plus volumineuses sont moins massives. Plus une étoile vieillit, plus elle perd de masse, et souvent, elle augmente en volume. L'exemple le plus évident, c'est notre Soleil. Il vieillit et, tôt ou tard, plus précisément dans environ 5 milliards d'années, il aura consommé tout son combustible nucléaire. À ce moment-là, le Soleil commencera à augmenter de taille et engloutira les orbites des planètes les plus proches de lui. Parmi les planètes englouties pourraient se trouver Mercure, Vénus et même la Terre. C'est pourquoi nous devons comprendre selon quels paramètres nous déterminons la plus grande étoile. Parlons de l'étoile la plus massive que nous connaissons. Elle porte le nom de BAT 9998 et se trouve dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan. Et cette étoile, imaginez-vous, a une masse 226 fois supérieure à celle du Soleil. Nous savons peu de choses sur son origine. Cependant, il existe une théorie selon laquelle il s'agirait simplement de deux astres différents qui, à un moment donné, ont fusionné en un seul. C'est peut-être là la raison pour laquelle BAT 9998 est aussi massive. L'étoile est relativement jeune. Les scientifiques estiment qu'elle a environ 7,5 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a 4,6 milliards d'années. BAT 9998, comme d'autres étoiles, perd rapidement de la masse. Très probablement, dans quelques temps, il ne restera à sa place qu'un trou noir. Comme vous le savez, BAT 9998 n'est pas l'étoile la plus volumineuse. Vous avez sûrement déjà entendu dire, si vous vous êtes un jour demandé quelle étoile est la plus grande en taille, qu'il s'agit du supergéant rouge Uïscuti dans la constellation du Bouclier. C'est ce nom qui apparaît en tête des résultats Google, là où vous avez sûrement cherché la réponse à cette question. Au départ, on pensait que cette étoile était 1700 fois plus grande que notre Soleil. C'est ce qui a valu à Uïscuti le statut de plus grande étoile de l'univers. Cependant, quelques années plus tard, des recherches supplémentaires ont montré que cette étoile ne dépasse le Soleil que de 775 fois en taille. Uïscuti reste une étoile assez grande, mais elle est loin d'être la plus grande. De plus, elle ne figure même plus parmi les 10 plus grandes. Alors, quel astre détient le record aujourd'hui? En réalité, ce n'est pas si simple. Il y a quelques années, on parlait beaucoup du supergéant rouge appelé Stephenson 218, situé dans notre galaxie, la Voie lactée, dans l'amas Stephenson 2. D'après les estimations des scientifiques, elle pourrait être tellement immense qu'elle occuperait presque tout le système solaire. Pour faire complètement le tour d'un tel astre, il nous faudrait 9 heures si nous nous déplacions à la vitesse de la lumière, alors que si nous faisions le tour d'une planète de notre système, le temps de vol se mesurerait en secondes. Les scientifiques qui admettent l'existence d'une telle étoile supposent qu'elle est 2150 fois plus grande que le Soleil. Les informations sur Stephenson 218 restent floues.
Les opposants disent que cela contredit la théorie de l'évolution stellaire, affirmant qu'il existe une limite empêchant les étoiles de grandir plus. On suppose qu'une étoile ne peut pas être environ 1500 fois plus grande que le Soleil. Ces résultats faussés pour Stevenson 218 et Ui Scuti proviennent d'une erreur initiale des scientifiques sur la localisation de ces astres. L'écart était trop grand, donc les éléments du puzzle ne coïncidaient pas. Bien qu'il faille se rappeler que la théorie de l'évolution stellaire reste une théorie. Nous ne pouvons toujours pas dire avec certitude jusqu'à quelle taille une étoile peut croître. De nombreux facteurs peuvent influencer cela. Certaines particularités de l'évolution et la composition de l'étoile rendent difficile la détermination de la taille des étoiles géantes, car leur atmosphère externe peut s'étendre jusqu'à se confondre avec le milieu interstellaire. C'est-à-dire qu'il devient alors difficile de comprendre où se trouve la limite de l'étoile. Et les difficultés ne s'arrêtent pas là. Ces étoiles massives sont généralement très lumineuses et entourées d'une épaisse couche de poussière. Les scientifiques sont confrontés à une tâche difficile, mais ils font tout leur possible pour la résoudre, en se basant sur la composition de l'environnement autour de l'étoile et la distance. Ainsi, nous pouvons obtenir au moins des données approximatives. Et maintenant, nous arrivons enfin à la question de savoir quelle étoile est actuellement considérée comme la plus grande de l'univers. Et actuellement, la palme revient à WOHG 64. Elle appartient à la catégorie des supergéantes rouges. L'étoile se trouve dans le grand nuage de Magellan à 160 000 années-lumière de notre planète. WG 64 a un rayon environ 1540 fois supérieur à celui du Soleil. Si l'on plaçait cette étoile dans le système solaire, elle atteindrait l'orbite de Jupiter. On suppose que WOHG 64 a presque entièrement épuisé son carburant nucléaire. C'est pourquoi elle se trouve au dernier stade de l'évolution stellaire. C'est ce qui explique la taille de cette étoile. Un nuage de poussière en forme de tor s'est également formé autour de WOHG 64. Son diamètre atteint une année-lumière. Ce nuage est principalement composé de ce que l'étoile a éjecté au cours de son cycle de vie. Si l'on utilisait toute la matière accumulée dans ce nuage, cela suffirait à créer 9 copies du système solaire. La situation semble maintenant parfaitement claire. Nous savons donc que WG 64 est l'étoile la plus grande de l'univers. N'est-ce pas? En réalité, encore une fois, ce n'est pas si simple. Il est probable que WOHJ 64 ne soit pas l'astre le plus grand. D'autres recherches ont également été menées qui ont conclu que les dimensions sont en réalité tout à fait différentes. Donc, la situation reste encore assez floue pour nous. Cependant, nous savons avec certitude qu'il existe de nombreux astres géants dans l'univers. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore déterminer lequel d'entre eux est le plus grand. Nous manquons de données, de connaissances et de technologies. Cela pourrait changer à l'avenir. Sous le ciel infini, entouré d'un charme mystérieux, nous nous sentons comme de minuscules particules dans l'immense univers. Tous ces immenses astres, dont nous essayons de percer les mystères, ressemblent à des torches énigmatiques éclairant le chemin vers les profondeurs inexplorées de l'univers. Dans chaque étoile scintillante du ciel nocturne sont cachés des secrets et des potentiels incompréhensibles. Malgré tous nos efforts, le monde des étoiles reste plein d'énigmes et d'anomalies mystérieuses, ce qui nous en rapproche encore plus et nous invite à poursuivre son étude et à plonger dans ces vastes profondeurs sans fond. Chaque nouveau pas dans notre compréhension de la nature du cosmos est un pas vers la compréhension de notre place dans ce monde étonnant et vers la découverte de nouveaux horizons de connaissances. L'entrelacement des énigmes stellaires et de la quête humaine de connaissances nous laisse en quête de réponses, scintillant comme des étoiles dans l'obscurité infinie de l'univers. Et vous ? Qu'en pensez-vous? Dans combien de temps saurons-nous quelle est l'étoile la plus grande de l'univers?